Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. On me disait à l'instant en loge que c'était la rencontre avec le plus d'affluence depuis le début de la foire. Donc merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cet événement exceptionnel, cette rencontre exceptionnelle. Alors comme me le disait, me le soufflait Mathieu Ricard à l'instant, n'oubliez pas, quelle est la formule? N'oubliez pas de rallumer N'oubliez pas de votre rallumer portable. vos portables à la fin de la conférence, de sorte que si vous avez besoin, appelez vos amis chers. Nous avons une heure devant nous pour un nouveau grand débat de cette programmation temps présent autour de nos lendemains et de nos après-demain sur le thème se reconstruire dans un monde merveilleux, dans un monde meilleur, peut-être merveilleux également, mais meilleur en tout cas, avec deux grandes figures, deux grandes consciences qui vont pouvoir nous éclairer sur ce chemin. Xavier Emmanueli, justement, ce titre, se reconstruire dans un monde meilleur, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez publié avec Boris Cyrulnik aux éditions Humaine Science. Vous êtes médecin, anesthésiste et réanimateur, cofondateur de Médecins sans frontières, fondateur du SAMU social international. Et vous allez pouvoir évoquer avec nous ces questions et avec Mathieu Ricard à vos côtés. Bonjour Mathieu Ricard. Vous êtes vous aussi passé par les sciences d'ailleurs avant de devenir moine. Vous étiez chercheur en génétique à l'Institut Pasteur avant de tout abandonner pour une vie dans l'Himalaya et devenir moine bouddhiste. C'est ce que vous racontez. C'est dans un ouvrage, c'est passionnant. Vos mémoires, sous-titrés Carnet d'un moine errant, c'est publié chez Alary Éditions et dont, il faut tout de suite le dire, l'intégralité des bénéfices sera reversée, comme pour tous vos livres et vos photographies, à l'association humanitaire Karuna Shechen que vous avez fondée et qui vient en aide aux démunis, que ce soit au Népal, en Inde, au Bhoutan et je crois même en Europe aujourd'hui. Avec le SAMU social, justement. Alors je suis heureux de pouvoir vous réunir aujourd'hui, le moine et le médecin, on pourrait dire, pour imiter un ouvrage qui vous a rendu célèbre, Mathieu Ricard, l'ouvrage Le moine et le philosophe que vous aviez signé avec votre père Jean-François Revel. Avant de se reconstruire, avant de parler de la reconstruction, peut-être qu'on peut évoquer dans les grandes lignes les leçons que chacun d'entre vous tirez de la période que nous connaissons depuis 18 mois, de cette crise sanitaire qui n'en finit pas de finir. Quel est, dans les grandes lignes, votre diagnostic, docteur Emmanueli? Alors, ça va être un petit peu mitigé. Voilà une épidémie qui arrive. Pas une épidémie, c'est pas une grande peste, c'est pas une épidémie qui a fait mortelle. C'est une épidémie qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup de morts, mais qui n'a rien à voir avec les grandes épidémies historiques. Mais elle arrive dans un moment où, bien sûr, comme toute épidémie, on ne s'y attend pas, mais on a oublié qu'on était mortel. Les médecins, tous les membres du corps de santé d'ailleurs, qui sont arrivés à des victoires prodigieuses sur la maladie, la mort, pensent qu'on peut être éternellement réparé. Et donc on a éloigné la notion de mort, comme si on devait exister pour toujours sur la Terre. Ça date du XVIIIe siècle, quand on a combattu la fatalité, quand on combattit c'est comme ça parce que la vie est comme ça, qu'il y a eu des gens comme Descartes qui dit dans le fond, si je donne un coup de pied à un animal, il pousse un cri, il s'en va. Donc l'animal, c'est une machine. Quelque temps après, enfin 100 ans après, un médecin qui s'appelait Lamétrie dit mais dans le fond, mais l'homme est une mécanique. Et petit à petit, la médecine a gagné comme ça des grandes batailles. C'est en effet une mécanique. Une mécanique, la hanche ne va pas, on peut la changer. Le foie, on peut le changer. Les poumons, le cœur. Bref, on est une mécanique qui produit du boulot, qui produit du travail. Et c'est toute l'histoire de sociologie. Oui, mais on a oublié une chose. Les mécaniques, ça produit quelque chose. On veut du chaud, on produit un radiateur. On veut du froid, on produit un réfrigérateur. Et l'homme-machine, il sert à quoi? On ne s'est pas posé la question. L'homme produit du sens et de l'amour. Et il reçoit du sens et de l'amour. Partout où un homme passe, quand il marche, un homme, une femme, bien entendu, c'est l'humanité, il produit du sens, il demande du sens. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il produit de l'amour. J'aime les gens, je veux être aimé. Et il dit ça depuis le commencement de sa vie. Donc vous voyez, on avait oublié, en réparant la machine, à quoi ça servait. Et tout d'un coup arrive une épidémie.
qui nous donne la conscience de la mort. Et là, on n'a pas l'habitude. Et donc, ça devient une espèce de panique planétaire. Et même les grands experts qui ne connaissaient pas forcément l'épidémie sont décontenancés. Et les médias répètent à l'envi tout ce qu'ils savent sur le virus, ce qu'ils ne savent pas, mais ça fait rien, on en discute. Et les politiques suivent, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Ils donnent comme disait Cocteau, ces choses-là nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et donc, ils préconisent, il faut rester chez soi, il faut porter un masque, il faut se laver les mains. Ah puis non, pas le masque. Puis, bref, on est paumé. On ne connaissait pas ce virus, on ne connaît toujours pas bien. Et on a pris conscience qu'on était mortel. Et les médias ont répété ça, les politiques se sont plantés ou pas, et donc on était dans un état d'incertitude. Voilà une crise mondiale sans précédent qui a tout remis en question et qui continue de tout remettre en question au milieu d'une angoisse de mort, comme on avait oublié. Les gens dans le temps, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils étaient résignés. Là, on ne voulait pas, on avait oublié cette notion-là. Et donc voilà ce qui s'est passé. Eh bien, il faut profiter de cette crise. Après le choc, le traumatisme planétaire qu'on a eu, il faut construire un monde. Et un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Un monde où on accepte notre nature, notre environnement, d'être aimé et d'aimer. Mathieu Ricard, vous pouvez applaudir, bien sûr. Je tiens à dire que vous contribuez tous les deux à ce numéro spécial du 1 sur nos lendemains et nos après-demain. Et dans l'entretien, Mathieu Ricard, que vous donnez dans ce numéro, vous rappelez aussi qu'au milieu des drames personnels que cette crise a engendrés, la période a aussi permis de voir renaître une forme de nous, où le jeu a pu parfois se muer en nous. Est-ce que ça vous a étonné, cette réapparition du nous dans le discours de nos sociétés? Oui, alors il y a énormément d'aspects à tout ça. Et Xavier a bien montré les choses essentielles. Tout d'abord, effectivement, cette fameuse machine, on a montré sa fragilité. Quand on parlait avec le transhumanisme, vous allez voir, on va vivre 1000 ans, etc. Et puis vient un micro-organisme d'un 10 millième de millimètre qui fout tout par terre, cette espèce d'arrogance que l'homme avait dominé la nature et s'était extrait de la nature comme si on pouvait s'extraire de son propre corps, parce que l'homme est fondamentalement interdépendant avec l'ensemble de la nature. Et puis donc, voilà, déjà pour ça remettait beaucoup en cause cette idée qu'on avait dominé et qui évidemment est totalement déraisonnable. Et également, ça a mis l'accent sur le fait que comment mieux prendre la mesure de notre humanité commune dans ces temps d'incertitude. C'est-à-dire était le titre d'un des séminaires qu'on a fait avec le Dalai Lama, avec des scientifiques. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'un scientifique danois a fait une enquête en interrogeant en détail 1600 personnes dans 60 pays lors du premier confinement. Et de fait, il s'est aperçu qu'environ 17% avaient très très mal vécu, pour des raisons diverses, soit économiques, soit ils ne supportaient pas une solitude imposée. On sait que la solitude involontaire et pénible est un des facteurs mentaux les plus délétères qui soient pour la santé physique et mentale. Ça vient avec une pléthore d'autres inconvénients, notamment si c'est de manière prolongée, ça raccourcit l'espérance de vie, augmente les risques d'addiction, etc. Puis il y a aussi une solitude bien heureuse et volontaire d'un ermite qui va dans l'Himalaya ou d'un photographe qui va photographier dans le Grand Nord. C'est vrai qu'on aurait tous voulu avoir lu vos mémoires au moment du confinement pour apprendre des leçons, pour savoir l'ermitage que vous avez passé entre 72 et 79 voilà, notamment. Je suis confiné professionnel. Mais donc, si vous voulez, alors donc, vous avez des raisons de santé ou un deuil ou toutes sortes d'autres choses. On sait que parmi les jeunes, augmentation de la dépression, du suicide, etc. Mais aussi, et ça, j'ai un ami journaliste qui m'a dit, c'est inaudible dans la presse, 50% des gens disaient en fait qu'ils en avaient retiré une expérience positive. C'est ceux qui avaient la chance d'être à la campagne, reconnexion avec la nature. Parfois, on parle toujours de ralentir. Là, on ralentit. D'avoir du temps pour rester avec ses enfants, souvent on l'a eu. Je veux dire, en gros, quand même, 50% des gens trouvaient que c'était quelque chose de positif. Et une autre chose de ça, ce que vous parliez du jeu et du nous, ils ont fait aussi une analyse sémantique
de ces témoignages, qui étaient des témoignages assez détaillés de ces 1600 personnes. Et bizarrement, alors qu'il y avait un isolement physique, il y avait beaucoup plus d'utilisation du nous que du je parmi des témoignages pour toutes sortes d'autres sujets habituellement. Donc il y avait un renforcement, ce sentiment d'humanité commune. Donc ça, c'est peut-être une des leçons. C'est qu'en période de crise, très souvent, dans les catastrophes naturelles, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas qu'on va aller va envahir les supermarchés pour tout faucher. En fait, il y a toujours une grande solidarité dans les grandes catastrophes, etc. Une autre chose, c'est donc le fait, évidemment, de se rappeler de la fragilité de l'existence humaine. Donc, dans le bouddhisme, on dit la mort est certaine, son heure est imprévisible. Mais ce n'est pas du tout pour avoir un aspect morbide. C'est aborder la mort pour inspirer la vie et donner la plus grande valeur à chaque instant de l'existence. Une autre petite leçon, enfin, ou grande leçon, ça dépend comment on voit ça, c'est aussi le fait que si on s'aperçoit des grandes épidémies virales depuis 30 ans, à commencer par le sida, l'Ebola, la grippe aviaire, la grippe porcine, le SRAS, et puis d'autres formes de Covid, c'est quasiment dans tous les cas des relations malsaines avec les autres espèces. Soit on va, disons, on pénètre de façon indue dans les biotopes sauvages, hein, c'est le cas du sida et de l'Ebola, sans doute aussi au départ du Covid, parce qu'à un moment donné, probablement, c'est quand même venu des chauves-souris, même si après ça a été mis en laboratoire, ou d'une sorte d'excroissance vraiment malsaine qui est l'élevage industriel, où vous pouvez avoir 100 000 poulets gérés par 10 personnes, et évidemment, c'est un bouillon de culture, on pourrait dire. Et donc ça, c'est la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Donc c'est en gros une relation déséquilibrée aux 8 millions d'espèces qui sont nos citoyens sur cette planète. Et c'est aussi un signe, parce que, si vous voulez, pour l'avenir, puisque ça, finalement, c'est qu'une indication de ce qui va se passer de façon beaucoup plus grave à mesure que le réchauffement climatique continue et que la biodiversité s'appauvrit, etc. Une autre dernière petite chose que je pourrais remarquer, c'est qu'on a quand même vu des gouvernements qui prenaient des mesures assez draconiennes et des populations qui, pour toutes sortes de raisons, notamment la crainte, mais malgré tout étaient disposées, en tout cas au début, à suivre ces recommandations. Et on se dit justement au moment de la COP 26, où ça pêche beaucoup par le manque de détermination, que si ces mêmes gouvernements pouvaient ne mettre que 50% de cette détermination au service du vrai défi du XXIe siècle, qui est le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, on pourrait commencer à aller quelque part. Vous voyez, comme le président de l'Inde, Modi, dit on va être zéro carbone en 2070. D'ici là, il y aura peut-être 300 millions de réfugiés climatiques. Ces engagements ne veulent rien dire, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a très peu d'engagements à court terme. C'est toujours pour le prochain gouvernement, on leur passe le bébé et personne ne veut mettre en application. Donc ça revient à ce que Winston Churchill disait, un homme d'État se préoccupe des générations à venir, un homme politique des prochaines élections. Xavier Emmanuelli, dans le livre d'entretien que vous avez fait avec Boris Cyrulnik, vous expliquez à un moment que vous espérez que le monde d'avant ne revienne pas, que cette crise doit servir à quelque chose. Dans quelle mesure elle peut être une opportunité, cette crise que nous traversons? De toute façon, je vous rassure, il ne peut pas revenir en l'état. Je veux dire, parce que c'est l'humanité entière qui est en danger. C'est comme si cette crise était une répétition générale de ce qu'il faut faire. Ce que disait Mathieu, c'est que, en quelque sorte, si on ne fait pas attention, on ne peut pas y arriver par petites résolutions à changer le monde. Il va falloir une métamorphose. Il faut une brisure absolue avec le monde d'avant. On ne peut pas continuer à gaspiller l'énergie, faire des élevages intensifs, déforester. On ne peut pas. Non seulement ça peut marcher, mais ça va accélérer le drame qui nous attend, ce drame d'un changement d'environnement. Donc, non seulement il ne faudra pas revenir, mais on ne pourra pas revenir. On ne pourra pas faire le tourisme de masse, voyager en avion comme ça, consommer de façon aussi absurde. C'est la civilisation du désir. Du désir, on s'arrange pour le désir profond, qui est le désir
la libido, qui est la force tellurique qui nous maintient vivants et qui nous pousse à l'altérité, ce désir ne doit pas être dirigé vers des objets, et des objets qu'on va foutre à la poubelle. C'est pas possible. Donc ça va changer, je le crois, et ça doit. Et ça va changer même brusquement. C'est comme la Genèse. Tu accoucheras dans la douleur, oui. Il y a un accouchement difficile. Mais qui est obligé cette grande transformation se fera. Ce que je crois aussi, c'est que Arthur Koestler, qui était un écrivain de notre génération, on peut dire, personne ne connaît, mais ça ne fait rien. Pardonnez-moi, je vous ai sous-estimé. Et il disait, en somme, il y a deux sortes de vie. Et on aspire à deux sortes de vie. La vie de tous les jours, la vie triviale, la vie tranquille, où on vit en paix, plus ou moins, avec ses voisins, on a ses petites disputes, on va faire nos courses, on élève les enfants, vie triviale, ou qu'est-ce que je vais faire mercredi, bref, c'est notre vie. Et puis il y a la vie tragique, la vie des grands moments. Est-ce que les Allemands nous ont envahis? Est-ce qu'il faut être résistant? Mais ça veut dire qu'on s'engage pour la vie. Est-ce qu'on va être rien du tout? Il y a des choix profonds et des choix de vie. Et il dit, on est toujours sur deux niveaux, la vie tragique et la vie triviale. Chacun d'entre nous, chaque adolescent, chacun dans notre enfance, on a tous rêvé d'une vie tragique. On a notre part dans la transformation du monde, dans la beauté du monde, dans l'amélioration du monde. Mais malheureusement, on est coincé par la vie triviale. Et on n'est jamais complètement ni dans l'un ni dans l'autre. Mais petit à petit, après cette crise, je crois qu'il faudra tous nous diriger vers cette vie romanesque, tragique, qu'on ait un récit, un destin, que la vie ressemble à quelque chose. En cas de coup dur, je le sais puisque j'étais de ceux qui ont introduit les cellules d'urgence médico-psychologique après les attentats de Saint-Michel en 1996 quand j'étais au gouvernement, avec un homme génial qui était le professeur Louis Croc. Quand il y a un attentat ou quand il y a quelque chose de grave comme ça, vous avez toujours trois situations. C'est les autres plutôt que moi, c'est l'altruisme. Moi plutôt que les autres, je me sauve. Et puis il y a aussi les gens parfaitement sonnés, qui ne savent plus où ils sont. Et donc, les autres avant moi, c'est ça qu'on a tous en nous. C'est-à-dire que l'existence des autres est très importante. Et en cas de coup dur, je dois faire quelque chose. Je vous assure que c'est plus répandu qu'on ne le croit. Ce n'est pas de faire de la haute philosophie, de dire qu'on a tous en nous cette capacité de regarder les autres. Et d'ailleurs, c'est normal. Depuis qu'on est enfant, on a envie de ressentir son corps, de savoir qui on est, de se regarder dans une glace. Eh bien, quel est notre miroir naturel? Eh bien, c'est les yeux des autres. On n'existe que par les autres et dans les yeux des autres. Alors on en veut se grandir dans les autres, hein, c'est normal. Et donc moi, je suis très optimiste. Ce monde d'après, où on a souffert, on n'a rien compris. On n'est pas les seuls. Hein. Je veux dire, même les grands experts administrateurs n'ont rien compris. Mais parce qu'on avait, à part des gens très spécialisés, comme mes camarades de Médecins sans frontières, qui avaient vécu Ebola, qui avaient vécu le sida, qui avaient compris non pas la science, mais les comportements. Après le sida qu'on n'a pas su soigner, dont on n'a toujours pas de vaccin, eh bien, les médecins, les soignants, ont une crise d'humilité. Mais on n'a pas su faire, et on les laissait crever. Des gens jeunes, hein, des gens jeunes. Puisque c'était la sexualité, la drogue, c'est pas à 90 ans qu'on fait ça. De les voir partir, humilité. Et donc, le pouvoir a changé de main. C'est les malades qui se sont pris en charge, qui ont demandé des comptes. Mais il va se passer la même chose. La même chose. Et donc, ce monde va se transformer, j'en suis persuadé. Accompagnons avec nos comportements. Accompagnons ce monde qu'on va aider à faire muter, pas faire transformer tout doucement, muter. C'est trop tard. La COP ne produira rien du tout.
la montagne accouche toujours d'une souris. Mais là, il faut retrousser ses manches. Il faut vraiment que ça change, sans ça on crève tous. Et on s'en sortira tous ensemble. Voilà en tout cas ce que je pense. Rajouter ce que disait Xavier, moi, c'est ce que dit Koestler, bien, mais je préférerais la vie triviale et la vie joyeuse. Mais attention, parce que finalement, les grands événements, ça peut être aussi mu par l'émerveillement. L'émerveillement de la découverte, l'émerveillement justement de passer à un autre chapitre de sa vie. Et parfois, des drames peuvent nous faire être source de grands projets, parfois des choses auxquelles on renonce. Souvent, les gens me demandaient, mais comment ça se fait? Vous êtes parti à 26 ans, quasiment sans visibilité du tout de quoi vous allez vivre dans l'Himalaya pendant le reste de vos jours. C'est quelque chose de brutal. Vous avez parlé d'abandonner. Je n'ai rien abandonné du tout. Quand vous passez sur un col et vous quittez une belle vallée, et puis vous découvrez une autre vallée, vous n'abandonnez pas celle qui est derrière, vous découvrez un nouveau chapitre. Donc je crois qu'on peut avoir un émerveillement devant le potentiel de bonté qui, comme disait Nelson Mandela à propos de ces geôliers, au fond du fond, il y a toujours ce potentiel, il suffit de le faire venir à la surface. L'émerveillement devant la nature, la part sauvage du monde qu'il faut préserver, donc ce qui vous émerveille, vous voulez le préserver, donc vous le respectez. Vous le respectez, donc vous voulez le préserver. Et si vous le préservez, vous prenez soin de ce qui vous émerveille, et donc vous allez aussi passer à l'action. Donc c'est plutôt un enthousiasme joyeux. Et dans le bouddhisme, on définit la persévérance, la diligence comme un effort joyeux vers la vertu dans le sens de quelque chose qui apporte davantage de bien-être et moins de souffrance. Donc dans ce sens-là, on peut effectivement trouver même dans la souffrance des causes de fraternité, de sororité, de proximité, de notre humanité commune, de prendre conscience de cette beauté de la nature, beauté de l'être humain, et de la célébrer, et effectivement de construire ensemble un monde meilleur, de faire mieux avec moins, de chercher non pas un développement durable, parce que le développement, on imagine toujours que c'est quantitatif et on n'a pas 3 planètes, même si on s'est insisté jusqu'à que ça casse, et ça commence déjà à casser sérieusement. Mais une harmonie durable, ça veut dire davantage de justice sociale, remédier à la pauvreté au sein de la richesse, alors que les plus riches sont encore plus enrichis pendant la pandémie, de façon quasiment indécente, et l'harmonie durable par rapport aux ressources naturelles, à savoir qu'aujourd'hui, au mois d'août, on a épuisé les ressources renouvelables, donc ce n'est pas durable et ce n'est pas harmonieux. Donc de cette façon-là, on pourrait construire effectivement ensemble un monde meilleur en sachant avoir une sorte de simplicité bien heureuse. Et ce n'est pas en ayant plus qu'on sera plus heureux. Ça, c'est une évidence que je crois que quand même la plupart d'entre nous ont déjà découverte. Xavier Ménolé parlait à l'instant du lien à l'autre, l'altérité, l'altruisme. Et on a vu en effet, comme vous l'avez évoqué, l'émergence d'un nous dans le dialogue, dans le discours pendant cette crise. Et en même temps, on a vu des mouvements qui peuvent être contradictoires, des mouvements individuels qui sont de repli vers le domicile, vers la sphère privée. Le développement du télétravail peut parfois nous éloigner aussi des autres. Est-ce que le lien à l'autre sort renforcé ou éprouvé par l'épreuve que nous venons de traverser? Je voudrais vous citer un haut fonctionnaire qui s'appelle Jean-Baptiste Foucault. Il a écrit un livre, mais dans les années, il y a 20 ans, qui s'appelait les 3 cultures du développement humain. Il disait, quoi qu'il arrive pour s'épanouir, en somme, on a 3 contrats à remplir, 3. Le premier, c'est le contrat du travail. Il faut que tout le monde ait un travail. Mais un travail, ça peut produire un objet, produire un service, produire un artiste, il fait un travail, il produit quelque chose de lui, qui est unique parce qu'il porte sa signature. Il y a que lui, c'est un artisan. Il sait qu'il a acquis de l'expérience, il a traversé la vie, il comprend les petits trucs et il produit quelque chose. Mais il faut lui donner la permission de produire ça. On ne peut pas entretenir comme ça les gens. Il faut leur donner la possibilité de créer un travail. Si les gens n'ont pas de travail, ils sont amoindris. Le deuxième contrat, mais vous n'y pouvez rien, c'est le contrat de l'altérité. Qui que l'on soit, c'est pas moi qui l'invente, mais j'aimerais bien l'avoir inventé, c'est ce que je dois aux autres. Donner
recevoir, offrir, remercier, prendre. Tout ça, ça se fait avec les autres. On ne peut pas être tout seul pour faire ça. Le contrat de l'altérité, on l'a tous en naissant. Et il y a un troisième contrat très mystérieux qu'on a tous aussi. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi? Et là, le pourquoi reste très mystérieux parce que c'est le sens. Et chacun donne un sens à son niveau, à sa hauteur. Je me rappelle, il y a mon assistante qui est là, qui pourrait dire qu'elle a été témoin de ça, la première nuit, dans les rues de Paris, à Médecins sans frontières. Pas Médecins sans frontières, au SAMU social, pardonne-moi. Et j'avais donc des gens qu'on avait mis à disposition, travailleurs sociaux, infirmières. C'était des gens qui connaissaient la vie, qui voulaient bosser. Et je leur ai dit, pour les stimuler, cette nuit, dans les rues de Paris, vous allez rencontrer des gens qui sont de même rang et de même statut que vous. Alors, les gens me regardent, quel rang? Non, évidemment, pas de même rang social, vous ne trompez pas, c'est pas ça que je veux dire. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont au fin fond de la société, d'autres qui sont riches. Enfin, ceux qu'on allait rencontrer, ce n'étaient pas les plus riches. Mais même rang, c'est-à-dire qu'ils sont sur la terre avec le troisième interrogation. Qu'est-ce que je fais là? Que veut dire ma douleur? Que veut dire mon existence? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Donc cette interrogation essentielle, on la traîne avec nous et je vais mourir. Et donc il y a des réponses quand même. Et tu citais le bouddhisme, je vais te citer un grand homme chrétien qui n'était pas commode d'ailleurs, qui s'appelait le père Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde. Et il disait le beau est le début de l'insertion. Et aussi Dostoïevski qui disait la beauté sauvera le monde. C'est-à-dire le sens qu'on a tous du travail bien fait, d'un rapport correct, d'entourer. Donc c'est là ça qu'il faut cultiver. Et c'est facile. C'est facile. D'abord, ça s'enseigne. Ce n'est pas des transgressions. Ça, on peut raconter avec des tout petits gestes. C'est pour ça que je pense que chacun d'entre nous, même les enfants, prendront leur part pour le monde à venir. Et on doit prendre leur part. Et on ne va pas se laisser faire. Il faut dire non. Il faut dire je apporterai ma petite brique au monde qui se construit. Et puis, ça peut se faire. D'abord, il faut avoir foi en l'humanité. L'humanité ne disparaîtra pas. Et la deuxième chose que je développe dans le livre, l'homme est une créature unique, c'est l'humanité. C'est une créature multiple. Chaque homme donne sa petite part à l'humanité, mais c'est l'humanité qui habite la Terre. Et on est tous dans cette créature, vainqueurs. Elle a toujours franchi les obstacles, l'humanité. Et comme on fait partie de l'humanité, on va gagner. C'est ce que je pense. C'est qu'on va gagner. On est en danger, certes, mais bon, on en a vu d'autres. Mathieu Ricard, pour gagner, on a besoin justement de compter les uns sur les autres. On a besoin de cet altruisme. Or, on pourrait, si je me fais un peu l'avocat du diable, dire qu'en période de difficulté, en période de péril, on aurait plutôt tendance à se replier sur soi, à servir avant tout ses intérêts, à servir avant tout sa propre survie. Comment être sûr que l'altruisme sera dans les périodes de difficulté que nous traversons et que nous allons traverser dans les décennies à venir, que l'altruisme pourra être l'une des clés de cette réussite? Finalement, c'est une question de bon sens parce que l'égoïsme à tout prix est profondément dysfonctionnel et voué à la frustration pour toutes sortes de raisons. Sur le plan subjectif, dans l'expérience personnelle, si c'est moi du matin au soir, tout d'abord, ça va vous rendre la vie misérable parce que d'un seul coup, le monde entier peut se dresser en ennemi ou en instrument pour essayer de promouvoir vos intérêts personnels. Donc il y a une polarisation absolument extrême et on a plus le sentiment d'appartenance à l'humanité commune. Donc c'est un sentiment, disons, vous rendez la misérable à vous-même et bien sûr aux autres, parce que vous n'allez pas agir de manière très agréable pour tout le monde. Et alors ça suppose également que ça puisse fonctionner, et ça pourrait fonctionner si nous étions des entités autonomes. C'est-à-dire que si vous pouviez vous dire, moi le bonheur des autres, attendez,
c'est quand même plus facile de m'occuper de mon bonheur. J'ai rien contre celui des autres, mais ce n'est pas mon affaire. C'est plus facile. Vous décomposez une grande tâche en petites tâches faciles, à savoir uniquement des intérêts personnels. Ça irait bien si on était des boules de billard qui s'entrechoquent de temps en temps et qui, en fait, n'ont pas cette appartenance fondamentale. Or, nous ne sommes pas des entités autonomes. Bien au contraire, nous n'existons qu'au travers, avec, et tout se construit avec les autres. Vous savez, en Bretagne, ou peut-être par ici aussi, dans les petits souvenirs de vacances, vous pouvez acheter une mogue avec votre nom, vous cherchez votre prénom, alors Xavier, etc. Et on pourrait en fait écrire en toutes petites lettres les autres, tout autour, parce que alors j'ai un ami qui à moi a étudié ça pour une feuille de papier A4 blanche en Europe. Les pommes de terre qui servent à l'amidon viennent de Tchécoslovaquie, le bois de Finlande, les transports hollandais l'amènent ici, c'est vaguement fait en Italie et ça revient vendu en France. Il y a 20 pays parfois avec tous les produits différents pour faire une feuille blanche. Donc c'est les autres partout. Et donc ça ne fonctionne pas cette idée-là. Deuxièmement, le contraire, c'est-à-dire un état d'esprit ouvert, bienveillant, sentiment d'appartenance. Ça a été appelé l'émotion suprême, parce que c'est l'état d'esprit qui amène avec lui toutes sortes d'autres, la créativité, l'ouverture au monde, le sentiment de l'interdépendance, le goût pour se préoccuper des problèmes majeurs qui concernent l'ensemble de l'humanité, de la planète et des êtres animés. Et puis, en plus, donc déjà, c'est bien perçu par les autres, parce que si vous êtes bienveillant, généralement, ils sont plutôt contents. Et non seulement ça, mais ça fonctionne pour une raison assez simple, c'est que justement, du fait que nous sommes interdépendants, la chose la plus commune de cette interdépendance, c'est ce dénominateur commun que même si on a des conceptions différentes du bonheur, au moins on est tous d'accord que ça serait mieux de ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas le matin en disant « je sais souffrir toute la journée, c'est possible toute ma vie ». Donc on peut être sûr que même si nous sommes très maladroits dans notre façon de poursuivre le bien-être et d'éviter la souffrance, parfois il y a une addiction aux causes de la souffrance, parfois on se précipite sur les causes de la souffrance, néanmoins, au fond du fond, on préférerait ne pas souffrir. Donc ça, on peut être sûr que c'est le dénominateur commun, y compris bien sûr les autres espèces. Donc là, cette interdépendance au travers de ça est fonctionnelle parce qu'elle est basée sur la réalité. Donc, si vous voulez, en gros, la poursuite d'un bonheur égoïste, disait Romain Rolland, si c'est le seul but de votre existence sera bientôt sans but. Ça ne marche pas. Tandis que, c'est une situation perdant-perdant. Tandis que l'altruisme, c'est une situation gagnant-gagnant. Et alors, pour prendre très rapidement la question globale, si vous essayez de réconcilier les exigences d'une mère en Afrique qui veut nourrir ses enfants dans les 3 jours qui viennent, donc c'est sa priorité, ou un investisseur qui suit les cours de la bourse qui montent et qui descendent, ou un politicien qui s'occupe des sondages. C'est l'instant présent. Et il y a aussi le moyen terme, c'est-à-dire la qualité de vie pendant une vie, une génération, une famille, un métier, une vie entière. Et puis il y a le long terme qui est un nouveau paradigme, puisqu'il y a encore 12 000 ans, on était entre 1 et 5 millions d'êtres humains sur Terre, donc on faisait un petit peu de dégâts, mais pas trop quand même. Et maintenant, on est 7 milliards, avec des instruments beaucoup plus puissants, mais notre puissance d'agir n'a pas, si vous voulez, la magnitude de notre soin, considération d'autrui n'a pas grandi à la même mesure que notre pouvoir d'agir. Donc on est entré dans l'Anthropocène, qui est l'âge où, en gros, on détermine le sort des générations futures, ce qui n'était pas le cas avant. Donc si vous mettez autour d'une même table pour construire un monde meilleur, justement ce que nous essayons de faire très modestement ici à Brive, si vous voulez avoir un concept commun, un fil d'Ariane qui permette aussi bien à des personnes, des travailleurs sociaux qui s'occupent des sans-abri aujourd'hui dans la rue, ou des hommes politiques qui, espérons-le, essaient de voir les choses à 10 ans ou un peu plus longtemps, et des scientifiques de l'environnement qui vous savent très bien ce qui va arriver dans 50 ans, mais personne ne les écoute, ce qui est assez frustrant. L'égoïsme ne va pas faire l'affaire. Absolument pas. Parce que moi, personnellement, j'ai 75 ans. Donc, si je n'ai pas de considération pour les générations à venir, l'environnement, je m'en fiche totalement. Ça n'a aucune importance, je ne serai pas là. Donc, si c'est ça la question, j'ai entendu un milliardaire américain dire « Je trouve absurde de me préoccuper de la montée des océans dans 100 ans. » Il trouvait ça absurde. Alors, probablement qu'il n'a ni enfants ni petits-enfants, mais quand même, c'est quand même assez curieux d'avoir cette attitude-là. Donc, l'égoïsme ne fait pas l'affaire. En revanche, l'altruisme, ça peut paraître un concept un peu utopique, un luxe qu'on peut se permettre quand tout va bien, mais en vérité, c'est ça qui pourrait permettre de remédier aux inégalités sociales, au quart-monde, la pauvreté au sein de la richesse.
C'est ça qui permettrait de faire en sorte que dans le travail, dans la société, dans toute notre vie, on puisse s'épanouir dans l'existence, qui est quand même l'aspiration légitime. Et c'est ça qui permettrait de se préoccuper sérieusement des générations à venir et non pas de les trahir ou faire du blablabla, comme dit Greta Thunberg. Et ça, donc, c'est vraiment la considération d'autrui qui est le fil d'Ariane, et le seul et unique qui soit pragmatique et qui puisse nous permettre d'aborder ces grands défis du XXIe siècle. Xavier Magnoli, pour aborder ces grands défis, est-ce que la façon dont nous avons jusqu'ici traversé l'épreuve du Covid, qui était la première grande épreuve depuis longtemps, une épreuve mondiale, est-ce que la façon dont nous l'avons traversée, nous-mêmes en tant qu'individus, mais ou alors nous en tant que gouvernement, vous donne confiance dans notre capacité à faire face aux défis à venir, ou est-ce qu'elle vous inquiète plutôt? Dans le texte que vous signez dans le 1, vous paraissez parfois un peu inquiet. Je suis inquiet parce que je veux dire, ceux qui nous dirigent, je veux dire aussi bien les administrations que les politiques, pensent à court terme. Il n'y a pas assez de vision. Et on a besoin d'une vision, d'un récit, de la gloire de l'humanité. Dire qu'on peut être émerveillé, je le dis, de vivre dans un monde si complexe et si beau. On peut être aussi orgueilleux d'être un humain, de pouvoir comprendre ce que c'est que le monde et d'envisager notre propre mort. D'être, en somme, d'appartenir à une aventure sur la Terre qu'on doit partager. On partage cette aventure avec toutes les autres créatures, mais ça on l'a oublié. Et que s'il arrive du mal aux espèces, il nous arrivera du mal. On n'a pas compris le lien avec les autres vivants et l'environnement. On est profondément liés, profondément. Hubert Reeves, qui est un astrophysicien, dit toujours on est fait de poussière d'étoiles. Mais oui, mais aussi on est des enfants de la Terre. On est des créatures d'ici, de la Terre, même si les atomes viennent des étoiles. On est profondément avec les autres. Je pense que nos sociétés, quand elles vont mal, elles désignent les autres. C'est ceux qui sont différents. C'est les migrants, c'est les juifs, c'est les arabes. C'est ceux qui sont différents. Comme ça, on a un objet commun et on croit qu'on va faire du lien, comme ça, en désignant un ennemi. Eh bien non, ça ne marche pas, ça. D'abord, l'autre, il peut être charmant, exotique, bizarre, différent, il a une autre histoire. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans la haine, c'est dans l'appartenance. On appartient tous à la même aventure sur la Terre. Et on commence à comprendre ça. Je veux dire que, par exemple, les premiers cosmonautes, quand ils ont découvert la boule bleue sur fond noir, sur un fond mystérieux de l'abîme, cette boule si fragile de la Terre, ils ont crié d'admiration que c'est beau. Mais c'est beau par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient vu avant pour comparer? Non, c'était le regard des dieux, c'est la beauté en soi. On est à ce moment, à cet instant, on ne va pas le gâcher. Je crois qu'il faut se dire, on est dans la même aventure, comme j'ai toujours dit, comme tu le dis, comme on doit le dire. Et comme je disais à mes camarades, avec moi les gars, on va y arriver. Et je pense qu'on fait tous partie de cette aventure. C'est une question de culture, c'est ça qu'on doit insuffler. On ne le sent peut-être pas dans les jours qui se succèdent. Il y a un penseur qui s'appelait Zygmunt Bauman, il est mort. Il dit voilà, la vie, c'est une vie liquide. C'est-à-dire, le temps a disparu, c'est pas la peine de le passé, ne sert à rien. Le futur, il n'y a pas de vision, on s'en fout. Tout se vend. Tout se vend, tout s'échange. L'information, les biens, les personnes. Et le seul temps qui passe, c'est l'instantané. C'est le temps présent. Tout le reste n'existe pas. Il faut sortir de ce schéma. On a une histoire avec un passé, on sort d'une société traditionnelle. Boris Cyrulnik dit et répète, en Afrique, pour élever un enfant, dans l'Afrique d'avant, hein, pour élever un enfant, il faut tout un village. Et là, comment on fait pour élever les enfants? Qu'est-ce qu'on transmet? Eh bien, il nous est arrivé une catastrophe, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans le monde virtuel. Les écrans racontent une histoire, la vie en raconte une autre.
il va falloir faire l'effort de dire qu'est-ce que c'est que la vie sensuelle que je vis, qui n'est pas l'histoire qui est racontée par les informations et les écrans. Voilà l'effort qu'on a à faire tous, je crois. On va y arriver. Entre le médecin urgentiste qui est a priori dans l'instant et dans la décision de l'instant, et entre le moine bouddhiste qui a priori regarde l'éternité, on a aussi un rapport différent au temps. Et ce rapport au temps, c'est celui qui nous a beaucoup occupés, nous tous, tout au long de ces 18 derniers mois. Comment est-ce que la crise que nous traversons a aussi bouleversé notre rapport au temps? Est-ce que nous le pensons différemment, Mathieu Ricard? Moi, si vous voulez, encore une fois, en tant que confiné professionnel, c'est vrai que quand je suis dans mon ermitage, bon, je ne suis pas tout le temps, vous voyez bien, la preuve, devant l'Himalaya, quand je me réveille le matin avant l'aube, je sais que j'ai toute la journée, et parfois, il m'est arrivé par exemple de rester 8 mois, 9 mois dans cet ermitage sans interruption, que j'ai toute la semaine, tout le mois et plusieurs mois devant moi pour poursuivre mon chemin de vie contemplative, étudier. Et là, c'est vrai, c'est comme un peu un paysan à qui on vient de faire cadeau d'un grand champ fertile. Et chaque moment est éminemment précieux. Il y a une joie dans le temps qui passe, parce qu'il n'y a pas, on pourrait dire, de gaspillage. C'est vrai que quand on est constamment éclaté dans toutes sortes d'activités, souvent frénétiques, alors évidemment, ces activités peuvent être au service des autres, hein, comme au SAMU, c'est clair que c'est toujours l'intensité permanente jour et nuit au service des autres. Et là, c'est un temps qui est très homogène, puisque c'est une pratique qu'on poursuit au fil des mois. Et en même temps, c'est le contraire de l'ennui, parce qu'il y a une sorte, j'ai une image que j'aime bien, c'est comme une rivière d'or fondu qui coule très lentement, mais avec une grande valeur. Chaque moment, même si, par exemple, j'interromps ma pratique matinale à midi pour le repas de midi, à 11h30, je me dis, j'ai encore une demi-heure de pratique, et c'est quelque chose de très, très riche. C'est Sénèque aussi qui disait, ce n'est pas que nous n'ayons pas beaucoup de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Donc, redonner sa valeur au temps, c'est sûr que c'est essentiel. Donc, quand on dit la mort est certaine et son heure est imprévisible, ce n'est pas pour se morfondre, mais il y a des pratiques, par exemple, quand un méditant allume son feu, il se demande, est-ce que j'allumerai ce feu demain? Le soir, on renverse le bol sur la table en disant, parce que peut-être que demain matin, je ne serai plus là. Et même, on va jusqu'à dire que quand on expire, on doit se sentir fortuné d'inspirer à nouveau. C'est une phrase assez célèbre. Mais moi, j'ai eu un ami qui est mort d'une fibrose du poumon, et au moment où je l'emmenais à l'hôpital à Paris pour ces derniers moments, il regardait à l'extérieur par la fenêtre et il disait « Les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir respirer. » Et là, on se rend compte de la valeur de chaque instant qui passe. Donc, je crois que, en gros, si vous voulez, le temps, finalement, la valeur qu'on lui donne. Et il y a aussi un penseur anglais qui disait « Prenez soin des minutes et les heures prendront soin d'elles-mêmes. » Donc, il faut donner la qualité à chaque instant qui passe. Et c'est ça que le rappel de l'impermanence nous donne. C'est-à-dire, c'est une appréciation de chaque moment qui passe. Oui. En lisant vos mémoires, Mathieu Ricard, elles dessinent au fur et à mesure un chemin de la liberté. Et je me demandais si nous ne serons pas tous moines bouddhistes, certainement pas, mais sans l'être, sans le devenir, de quoi, à vos yeux, devons-nous nous libérer? Nous libérer. Oh ben ça, c'est certainement pas besoin d'être bouddhiste pour ça, parce qu'on a tous ces éléments dont il faut se libérer. Pour dire très simple, c'est ce qu'on pourrait appeler les toxines mentales. Pourquoi toxines? Parce qu'elles toxifient notre existence et celle des autres. C'est vraiment pas compliqué, hein. Personne n'a jamais été heureux avec la haine, l'animosité. Personne n'a jamais été heureux en étant complètement gonflé d'arrogance. Personne n'a jamais été heureux en étant rongé par la jalousie. Personne n'étant jamais heureux en étant complètement pris dans une obsession incessante. Et le manque de discernement aussi, généralement, ça se termine plutôt mal. Donc le fait de distordre la réalité, de surimposer votre perception à la réalité, donc finalement on se bute sur le mur de la réalité, ça fait souvent mal. Donc en gros, c'est combler le fossé entre les apparences et la réalité et se libérer du joug des automatismes mentaux qui entretiennent ces pensées
et qui fait qu'on s'identifie à une très forte colère, à une animosité, on s'identifie à la jalousie, on est la jalousie, et on oublie qu'on a la capacité de regarder cette jalousie ou cette anxiété comme on regarde un feu qui brûle. Celui qui regarde le feu ne brûle pas. Celui qui est conscient de l'anxiété n'est pas anxieux. Et que plus on regarde ce poison mental, c'est comme un feu, il brûle un certain temps, mais si vous cessez de rajouter du bois ou de verser de l'huile dessus, naturellement, il finira par s'éteindre. Donc c'est ça l'idée, et ça c'est tout un chemin. Et finalement, la liberté intérieure, c'est d'être maître de son propre esprit. Alors liberté et maîtrise vont de pair. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est celui du marin. On pourrait dire la liberté pour un marin, c'est de finalement laisser le bateau dériver. Ça va mal finir généralement, surtout si vous passez la pointe de Brest. Là, vous allez finir sur des rochers très vite. Mais la liberté pour un marin, c'est de régler ses voiles, de prendre la barre et de naviguer vers l'île ou la destination qu'il a choisie. Donc la liberté intérieure, c'est d'être maître de son esprit, non pas de manière contraignante, mais précisément parce que vous n'êtes pas le jouet ou l'esclave de toutes vos fabrications mentales. Alors en quelques mots, l'idée. Cette idée de poison mental, Xavier Emmanueli, j'imagine que ça entre en résonance avec vos propres réflexions sur les choses dont nous devons nous libérer. Vous parliez tout à l'heure des récits mortifères, des récits terrifiants qui habitent notre société. Est-ce que cela aussi, il faut savoir s'en libérer? Pas facile. Pas facile. Pourquoi? Parce que, par exemple, pardonnez-moi, je ne veux pas faire la critique de l'information telle qu'elle est, et surtout de l'information par l'image. Mais l'information, c'est une marchandise, hein, et elle se vend. Elle s'achète, elle se vend. Donc vous êtes de faire une surenchère du récit, qui doit être forcément fort, exotique, macabre, mortel, sexuel. Sans ça, si c'est lénifiant, les gens éteignent le poste. Personne n'achète ça. Donc il faut que ce soit poivré, pimenté et menteur. Parce que la réalité, c'est pas ça. La réalité, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est la première chose. Ça nous empoisonne. Aux enfants et aux jeunes, ça les structure dans des modèles. Je suis désolé, j'ai été comme les autres. Hein. Les récits de guerre, les récits de héros, les récits de... Quand on voit les rafales de mitrailleuses sur tous les gens qui se bougent. Mais c'est la mort des gens, ça. Mais ça n'aperçoit pas qu'on insuffle un récit d'une violence inouïe. Et pourtant, comment apprendre, comment transmettre les valeurs d'épanouissement, de paix. Dans les rues de Paris, très souvent, je rencontrais des gens, me racontaient des histoires terrifiantes, mais stéréotypées. C'était toujours la même chose. J'ai perdu ma femme, mes enfants dans un accident de voiture, ou ma roulotte avec ma famille a brûlé à Gennevilliers. C'était faux. Mais c'était pour attirer l'attention du docteur, attirer l'attention, il y a probablement du vrai, mais... Et donc, c'était toujours dramatique et pas pacifié. Et puis, toujours, les gens demandaient ma dignité. Et d'ailleurs, les gens demandent le droit de mourir dans la dignité. Dignité, c'est une attitude morale, c'est pas du tout d'être beau et bien sapé. Non. Comment on leur apprend la dignité? Ben, la dignité, c'est les autres. C'est ce que je peux faire, c'est ma relation aux autres. Ce que je crois aussi, c'est que la vie est un parcours initiatique. J'ai changé de vie plusieurs fois. Des fois, c'était dur. Et j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré, avec MSF, par exemple, des camarades valeureux. J'ai rencontré aussi des gens très atteints. Et à la fois, ça m'a fait grandir, moi aussi. En gardant, et ça m'a appris, je ne savais pas, un cap, que la vie demandait cette stature, cette fierté d'être un humain sur la terre, avec la possibilité de marcher en construisant son destin. J'ai accompagné beaucoup de gens, quand je suis vieux, j'ai eu cette occasion dans Réanimation. Des gens, jusqu'au dernier instant
sur la terre. Eh bien, je suis persuadé que jusqu'à son dernier souffle, on apprend des choses. Pour la première que j'ai accompagnée, elle savait la différence de luminosité, le soir ou le matin. Elle savait la présence familière ou pas familière, présence hostile ou neutre, celle du docteur. On apprenait, et chaque seconde, la conscience avale quelque chose, comprend quelque chose. Et donc c'est ça notre grandeur. C'est pour ça que je suis optimiste. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à des gens qui savent se battre et qui sont des seigneurs. Nous sommes des seigneurs. C'est ce que disait Bergson. L'univers est une machine à faire des dieux, à nous faire grandir à l'échelle du cosmos et de l'environnement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de mal à être optimiste, à abandonner les scories qui m'ont accompagné, bien sûr. Il y avait tout, le désir, le pouvoir. Je ne vous raconte pas, on l'a tous ça. Facile à accompagner. Au fur et à mesure qu'on grandit, et à laisser tomber. Pas intéressant, ça ne sert à rien. Par contre, le monde est formidable. Devant cette étrangeté de l'éternité, rendez-vous compte, les créatures qui ont commencé, mais par exemple le Cambrien, si chaque jour, chaque minute représentait une année, il faudrait remonter 20 ans en arrière pour savoir les origines des créatures. Mais on habite l'éternité. Rien n'est à posséder, rien n'est à garder, juste à regarder l'aventure prodigieuse d'être un homme, un être humain. Merci. Mathieu Ricard. Vu le temps qui nous reste, il y a une question que je voudrais poser à mon ami Xavier sur une phrase qu'il dit dans ce dialogue avec Boris Cyrulnik. Il parle notamment de cette montée de la notion d'identité aujourd'hui. Et il dit l'identité pour nous, ça devrait être une identité ouverte et universelle et non pas ratatinée. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu ça. Est-ce que peut-être tu pourrais nous éclairer sur cette phrase assez... C'est peut-être une notion aussi bouddhiste que chrétienne de dire qu'on est tous frères, bien entendu. On est tous issus de la créature primitive qui a donné toute l'explosion de la vie. Donc, dans cette mesure, on est tous liés les uns aux autres et à toutes les cellules organiques, végétales, avec les paysages, avec tout ce qui a construit. On est un tout petit moment de cette éternité. Et on va dire, non, mais mon identité, c'est parce que je suis noir, je suis juif, je suis homo. C'est quoi ces identités-là? Je suis un homme, je suis une femme, je suis un être humain et je participe à l'aventure de tous les hommes. Et donc, oui, bien sûr, j'ai des particularités. D'abord, moi, j'habite la plus belle région du monde, qui est la Corse, bien entendu. Je le fais pas. Ça me fait une identité culturelle de savoir que le corse, l'italien, ça sonne harmonieusement à mes oreilles. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas celle-là, l'identité sur la terre. C'est la fraternité, la sororité qu'on sent obligatoirement. Et je vais t'en donner la preuve. Un gars, il est en perdition dans la montagne. Comme ça, il y a une tempête de neige, c'est horrible. On sait qu'il va mourir. Donc tout le monde trouve normal d'envoyer des secours quand même. C'est un homme en perdition, il faut y aller. C'est kantien, ça ne se discute pas. Alors on y va, les hélicoptères, les secouristes, les gendarmes, on y va, c'est un homme en perdition. On y va, on le sort au prix de maintes efforts, on le ramène dans la vallée, on s'aperçoit que c'est un salopard, un violeur. Mais c'était un homme, il était l'ambassadeur de tous les hommes, et vis-à-vis de l'éternité, il avait son statut d'homme. Quand on le ramène dans la vallée, il a des comptes à rendre aux autres hommes, à la société. Et donc on a ce double statut tout le temps. On est chacun, toi, moi, chacun ici, est l'ambassadeur de toute l'humanité tout le temps quand on est en péril. Et on est en péril. Mathieu Ricard, il y a une citation de Victor Hugo que vous aimez bien, je crois, qui est « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Je me demandais pour vous de quelle idée l'heure est-elle venue
aujourd'hui. Oui, ben, ce n'est pas de mystère à ça. Comme je vous l'ai brièvement mentionné précédemment, c'est l'idée de l'altruisme, c'est-à-dire que la coopération, l'altruisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein, la coopération par rapport à la compétition forcenée. On sait maintenant, même dans les sciences de l'évolution, que bien sûr, il y a une lutte pour la vie, mais on peut lutter ensemble, pas forcément les uns contre les autres. Et puis, c'est indiscutable qu'il y ait de compétition dans la nature. Mais toutes les études maintenant de fond montrent que c'est finalement la coopération qui a permis d'avoir la plus créative au sein de l'évolution et qui a permis d'arriver à des niveaux de complexité croissants jusqu'aux animaux sociaux dont nous faisons partie. C'est grâce à la coopération, ce n'est pas la compétition à outrance. Donc c'est aussi ce que Kropotkin appelait l'autre loi de la jungle, celle de la coopération, de la symbiose. Et il y a toutes sortes de degrés divers de coopération. Ce n'est pas forcément qu'on est là à travailler ensemble, mais c'est une réflexion, c'est interdépendance. Et qu'on ne peut pas être bien si tout l'ensemble n'est pas harmonieux. Donc ça, c'est certainement l'idée la plus forte. Mais encore une fois, on a tendance à penser que c'est très utopique, que ça peut marcher si tout va bien, mais que dans les périodes de crise, justement, il faut quand même s'occuper principalement de soi en premier. Et donc, il faudrait comprendre qu'en fait, c'est la solution, ça passe par là, et que les altruistes ont tendance à s'associer pour œuvrer ensemble, tandis que les égoïstes ou les individualistes extrêmes, eh ben, c'est une collection d'individus qui en fait se tirent dans les pattes et tirent la couverture à eux dès qu'ils peuvent, donc ça ne fonctionne pas. Et que de ce fait, en gros, on devrait oser le dire, on pourrait dire, le favoriser dans la société, même dans l'éducation, ne serait-ce que non pas en disant vous devez être altruiste, bien sûr, ce n'est pas ce genre de choses normatives et péremptoires qu'on peut faire, mais on pourrait montrer l'importance de la coopération, de la vie en société, de la fraternité, etc. Mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas simplement une démarche individuelle, c'est aussi un projet collectif. Oui, et par exemple, quand une philosophe comme Fabienne Brugère, qui parle du care, qu'elle avait dit que le care devait, c'est-à-dire le soin, la considération, le soin de l'autre, devait être introduit dans les institutions. C'est une évidence. On lui dit, ah ben non, c'est une valeur individuelle. Mais ça ne peut pas marcher. Il faut qu'un État ne peut pas dire comment on va vous rendre heureux ou soyez altruiste, mais fournir les conditions pour que les gens qui sont prêts à coopérer, et c'est la majorité des gens si tout se passe bien, et si les francs-tireurs ne tirent pas trop la couverture à eux parce que personne ne les empêche de faire ça, il faut mettre des garde-fous, mais donner les conditions pour que les gens puissent s'épanouir au travail. On sait, de nombreuses études ont montré que les lieux de travail où il fait bon travailler sont aussi, non seulement les gens sont contents, mais surtout, ça marche mieux, ils sont plus prospères. Et qu'est-ce que c'est qu'un lieu où il fait bon travailler ? Ben, c'est un lieu où il y a des bonnes qualités de relations humaines, c'est le facteur numéro 1. Donc tout ça, c'est basé sur une ouverture à l'autre, sur une forme de bienveillance. Il ne s'agit pas de se faire marcher sur les pieds, mais c'est simplement que c'est quelque chose qui est mutuel et réciproque. Et donc c'est effectivement une idée forte. Et on pourrait dire que si la sélection naturelle devait sélectionner un trait nouveau dans l'humanité, ça serait davantage d'altruisme, parce qu'on a besoin à tout prix de cette coopération pour faire face aux grands défis qui sont planétaires. Xavier Emmanuelli, pour le mot de la fin de cette rencontre. Je vais aller dans le sens, ça ne vous étonnera pas, de Mathieu. On posait à un anthropologue, il dit, quand est-ce que, au tout début de l'histoire, est arrivée l'hominisation ? On disait, oui, je sais, c'est quand, vous allez me répondre, quand on a su enterrer les morts. Non. C'est pas comme ça que c'est arrivé. La notion d'hominisation, que les hommes ont gagné leur statut, c'est qu'on a trouvé un os d'un homme largement antédiluvien, préhistorique, qui avait un fémur avec un cale osseux. C'est-à-dire qu'il avait été fracturé et que cette fracture, à force de temps, s'était réparée. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben, ça voulait dire que cet homme s'était blessé, ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus aller à la chasse, et qu'il avait été le temps de la cicatrisation, protégé, nourri. C'est à ça qu'on voit que l'hominisation a commencé. Il ne servait à rien. On l'a protégé et ça a eu le temps de réparer son os. Et ça a pris du temps. Et donc, l'altruisme dont tu parlais, c'est à ce moment-là qu'on a compris, par cette entraide, par cette attention, le temps de la réparation de cet os préhistorique
que les hommes étaient nés. Merci. Vous voyez, pour cette rencontre, on est allé des premiers hommes jusqu'à notre avenir commun. Merci infiniment, merci beaucoup Xavier Emmanueli et Mathieu Ricard. Je rappelle vos ouvrages Se reconstruire dans un monde meilleur avec Boris Cyrulnik, publié chez Humain Science, et Les carnets d'un moine errant chez Alary Éditions. Vous pouvez évidemment les retrouver bientôt pour une séance de dédicace et vous pouvez également retrouver leur contribution dans le numéro du 1 qui vous sera distribué à la sortie. Merci infiniment à tous.